Nous voici. Ensemble, Studio Déclic, bonjour. Un studio derrière moi de photos qui fait de la prise de vue, qui fait de l'exposition, ça va revenir, qui fait du click and collect et qui m'a invité à une histoire de la photographie en plusieurs étapes, un samedi par mois à 18 heures. Le prochain sera le 24 avril. Nous avons vu comment l'invention de la photographie a transformé totalement la façon de faire des images, la façon dont un exemplaire unique pouvait se retrouver multiplié, la façon dont quelque chose pouvait se transporter à d'autres endroits. On y reviendra la prochaine fois puisque le défi Enadar, qui est notre sujet du jour, va être de donner une valeur à cette trace, c'est de lui donner une valeur artistique. Et si quelqu'un, après notre deuxième séance autour du paysage et du fait qu'on puisse commencer à explorer le monde entier, jusqu'à diffuser ce monde au travers d'exemples de cartes postales, il nous fallait absolument passer par cet homme, Nadar, avec lequel je vous invite à cheminer pendant une petite heure pour voir en quoi cet homme est un génie. Une petite image, si vous voulez bien, et si ça vous dit de la capturer à propos des livres dont je vais parler, et je vais revenir après. Le Rosalind Krauss sur le photographique, encore une fois, avec un article sur Nadar qui est très au-dessus du niveau. En bas à droite, le Roland Barthes, qui est le grand livre avec Walter Benjamin sur l'histoire de la photographie. Rosalind Krauss sera dans le top 3, évidemment. Le Quand j'étais photographe, qu'on trouve sur le site de la BNF gratuitement, puisque c'est un livre de 1900, 1899-1900. Le rappel sur le site de la BNF aussi que Nadar était, je vais le montrer, un très bon dessinateur caricaturiste. Donc on peut télécharger et lire en ligne Le Salon de 1853, l'album comique, et Les Catacombes édité à l'œil curieux. C'est déjà pas mal pour un lundi. Si nous résumons nos épisodes, je serai sur 3 morceaux. J'essaierai de montrer ce que Nadar fabrique de portraits. Pourquoi est-ce que c'est lui qui invente le portrait photographique? C'est pas négligeable. Il y avait déjà des daguerréotypes et le passage du procédé sur plaque de métal à la plaque de verre va réduire le temps d'exposition. Et cette réduction du temps d'exposition va permettre que des humains posent avec des petits subterfuges, une chaise avec quelque chose qui maintient la tête. Je voudrais d'abord montrer ça, comment Nadar fabrique le genre portrait. On va voir ce que font d'autres artistes avant, plutôt du côté de la peinture, plutôt une copie de quelque chose qui avait déjà été vu et qui va beaucoup plaire, avec d'Allemagne ou avec Disdéry qui invente, on en avait parlé un peu, le portrait carte de visite, et Nadar dans son livre va en parler. Mais Nadar invente vraiment la photographie, le portrait photographique, c'est flagrant. Là, ça, c'est la première chose que je voudrais regarder. La seconde, c'est que Nadar n'invente pas que ça. C'est un tout génial, audacieux, on va en prendre 5 exemples, inventer d'autres sortes de photographies. La plus connue, on en a une plaque à Bièvre, dans le nord de l'Essonne, la photographie en ballon, vue du ciel, qui aura une influence énorme avec la photographie en avion plus tard sur l'invention de la peinture abstraite. C'est pas rien quand on voit les choses du dessus. Je montrerai avec 5 exemples comment Nadar révolutionne autre chose que le portrait. Et puis enfin, on verra avec un passage de Rosalind Krauss justement comment Nadar, en donnant un texte comme celui qu'on vient de voir de Quand j'étais photographe, comment lui-même commence à penser la photographie et à la nommer comme un domaine en soi. Ça nous fait pas mal pour un lundi. Daguerréotype, vous avez compris, façon d'attraper une image non faite par la main de l'homme, non faite par la main de l'homme, c'est quand même pas rien, hein. Sur une surface, on n'a pas encore, les recherches de Niepce 1824-26, le dépôt de l'invention 1839, Daguerre va arriver en 53-54, on est sur une vingtaine d'années après. Il va nous parler de ses premiers photographes qu'il a connus. Il a une formule qui est assez jolie, d'ailleurs, on ne devrait pas dire daguerreotype, on devrait dire des niepsotypes, parce que c'est le premier qui le fabrique, mais c'est Daguerre qui va déposer l'invention. Une chaise donc pour se poser et faire des portraits.
Et dès le début, un succès phénoménal de la photographie qui va se retrouver partout, partout, partout. À Paris, on va le voir, 500 ateliers de photos. Et puis, le vrai plaisir d'une invention extraordinaire, c'est celui de devenir caricaturable. Et le merveilleux Daumier, Nadar en parle d'ailleurs, celui qui attrape tout ça, procédé pour obtenir des poses gracieuses avec une petite charge sur cette invention qui colle avec l'image bourgeoise qui est en train de se développer et de se déployer sur tout ce 19e siècle technique en fait. On veut montrer son image, on veut avoir une image à donner et à envoyer, et c'est pour ça qu'on doit faire un daguerréotype avec une petite astuce que comment fait-on une image? Est-ce qu'on a besoin d'être là pour faire votre portrait? C'est un chapitre que va traiter Nadar, j'y reviendrai à la fin, puisque c'est à la fois une blague, mais c'est aussi la question de la présence, en fait. Pour le moment, nous avons besoin, et encore pour un moment avant d'arriver à notre époque, on n'y est pas tout de suite, encore plein de mois d'histoire de la photo. Pour le moment, nous avons besoin d'avoir le sujet devant l'appareil photo, devant l'objectif, de déclencher sur un temps plus ou moins long, et d'obtenir un exemplaire. On n'a pas encore de multiples, ça va venir un peu après. Comment ce daguerréotype se répand entre 1839 et 1850? Là, nous avons la photo de Fox Talbot, l'anglais, qui a un atelier. Je voulais en montrer juste de quelle façon cette invention se diffuse partout. Voilà, 500 studios commerciaux. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu comme le studio Déclic quand Stéphanie Bouton fait votre portrait. On a une chaise pour être à l'aise, une petite mise en scène autour. On peut être complètement numérique aujourd'hui, ça peut être détouré pour être comme je le suis là, au studio Déclic. Et puis, c'est ce que Nadar va apporter d'ailleurs, jusque-là, pas tellement détendu, puisque le temps de pause est assez long et qu'avec une petite élément pour maintenir sa tête, on n'a pas un instantané. L'atelier suppose une lumière régulière, donc on a plutôt des ateliers commerciaux sur les toits, avec une orientation qui permet, décor autour, avec des rideaux, de jouer sur le temps d'exposition et sur une espèce de lumière continue avec peu d'ombre en fait. C'est là aussi que Nadar va apporter quelque chose en jouant vraiment avec la lumière. Cet autoportrait qui est merveilleux de Olympe Aguado, l'Évrien, c'est d'abord parce que l'autoportrait est très beau, mais c'est aussi parce que l'opérateur est caché dans le coin et que dans le recadrage de la photo, c'est notre regard contemporain qui s'amuse de voir le complice sur le côté. Le portrait officiel est encore pictural. Finalement, on a une pose en pied la plupart du temps avec un décor peint et puis une lumière continue, je le disais. Donc, cette invention qui est en train de tout révolutionner, chaque homme d'importance dans toutes les capitales du monde et dans les primitifs de la photographie, le passage que Nadar lui consacre, on a Guémard à Bruxelles, Lucard à Vienne, et d'autres gens alentour, à Brighton, à Londres, des débuts en Orient. Voilà une invention qui se répand vraiment absolument partout. L'atelier que voilà est aussi, c'est l'atelier de Disdéry, on va y venir. L'atelier que voilà a une grande importance. On a l'endroit où le personnage modèle va poser, la prise de vue, le jeu d'éclairage, mais surtout le post-traitement. On pourrait dire ça aujourd'hui avec votre photo de portrait chez Déclic va être retouchée, elle est retravaillée, non pas pour que vous soyez plus beau, c'est impossible, tellement c'est bien fait, mais parce qu'il peut toujours y avoir des petites choses par-ci par-là qui se sont mélangées et qui permettent de donner une sorte de dynamique un peu différente. Ici, on a une retouche aquarelle, petit jus coloré qui va permettre sur l'image de partir avec son paquet immédiatement. Est-ce que Nadar décrit dans ce livre qu'il rédige, il a 80 ans, hein, quand j'étais photographe, que vous retrouvez sur la BNF, et j'en lis un passage, le chapitre « Les primitifs de la photographie ». Les daguerreotypeurs, Chevalier Lurbourg, Richebourg, Vailla, Legros, Thierry de Lyon, Claudel Londres, le caricaturiste Randon, les photographes Bayard, Hippolyte, on en a parlé la dernière fois, Paul Perrier, Berge, Gustave Legray, dont on a parlé aussi, Olympe et Onésime Aguado. Je cite
ce passage parce qu'on va comprendre à quel point le début de la photographie est un travail les préhistoriens, on pourrait dire, ce sont d'abord des chercheurs, des scientifiques, et que là, avec les années 1850 et le portrait, on va basculer sur une époque commerciale qui devient très importante. Et comme le dit Nadar un peu plus loin dans l'extrait, il ne s'agit pas seulement de faire des photos, il s'agit de ne pas perdre l'art en route parce qu'on a peut-être un problème sur ce sujet. Alors, je vous lis le passage. Donc, le daguerréotype cédait la place à la photographie. Ce n'était pas sans avoir eu son moment de gloire entre les mains des ingénieurs chevaliers Lurbourg ou encore de Richebourg l'opticien, lequel ne manquait jamais d'ajouter à sa signature les 3 points maçonniques. Il paraît que c'était un titre en ces temps-là. D'autres praticiens n'avaient pas tiré moins bon parti de la plaque argentée. L'excellent Vaillat, l'ineffable Legros, l'homme chamarré aux robes de chambre en brocart, galvanisé les derniers jours du Palais Royal. La langue de Nadar, c'est pas du tout une sorte d'historique. C'est vraiment la première personne par quelqu'un qui s'est fait lui-même. Et ce qu'analyse idéologiquement Rosalind Krauss, c'est une sorte d'inventaire de toutes les inventions du 19e siècle, merveilleux de science, dans laquelle au sommet se trouve la photographie, et d'inventaire finalement de ce qu'est le self-made man, si on peut dire ça, celui qui a l'esprit d'entreprise et qui va réussir malgré tout. Dans le mouvement de cette première période photographique et à l'avant-garde du petit bataillon sacré encore contemporain de Niepce et Daguerre, j'entrevois par la brume de l'horizon Bayard, à côté de ce noble père de la photographie, m'apparaît non moins correct en tout point, mais plus long, un autre amateur et chercheur précieux, Paul Perrier. J'avance. Camille Darnaud, qui invinciblement attiré vers les nouveaux phénomènes, avait pour eux délaissé la direction du journal d'Oussaï l'artiste, le bon Darnaud qui voulut bien être mon maître. Un peu plus loin, la poussée était universelle, sans parler de l'émerveillement qui ne se rassasiait pas de produire l'image sans avoir jamais passé devant l'école du dessin. Voilà, on peut être médiocre artiste, on dirait, et ouvrir une boîte. L'apprentissage le plus sommaire se trouvait toujours suffisant pour faire mal, c'est une petite ironie amusante, les délicats n'avaient qu'à chercher au-delà. Comme dépense, voilà, si vous cherchez à monter votre boîte, c'est le moment. Comme dépense, l'entrée de jeu était insignifiante, la recette d'autant plus grosse qu'elle restait facultative, uniquement limitée par la discrétion du fabricant. Il y a une plus-value, les enfants, à se faire, on peut ouvrir des boîtes de photographie. Un petit bagage technique, un atelier, et on est parti. Pas de frais en dehors du laboratoire. Adam Salomon n'avait pas encore apporté de Munich la coûteuse retouche Danzfangtegel, pardon pour mon autrichien, nécessaire autant que nuisible, détestable autant qu'indispensable. Ainsi, tout un chacun déclassé ou acclassé s'installait photographe. Et la description un peu marlou, parce qu'il vient vraiment du milieu rebelle qu'on appellerait de gauche, si vous voulez, de parisien, Nadar. Ainsi, tout un chacun déclassé ou acclassé s'installait photographe, clerc d'études qui avait un peu négligé de rentrer à l'heure un jour de recette, ténor de café-concert ayant perdu sa note, concierge atteint de la nostalgie artistique, ils s'intitulaient tous artistiques. Peintre raté, sculpteur manqué affluèrent, et on y va même reluire un cuisinier. La photographie sifflait, le gré accourut, et presque aussitôt il publiait le premier, je crois, une méthode des procédés sur papier et sur verre. Le sort en était jeté. Et l'ironie de Nadar qui décrit, c'est ce que je voulais vous partager, c'est cette frénésie, en fait, il y a de tout, de tout, de tout. Il nous manque 2 choses qui ne sont pas négligeables, tout le monde peut le faire, il suffit d'être dans le bon mouvement. Il n'était que temps que l'art vint s'en mêler un peu, car la photographie naissante à peine menaçait déjà de tourner mal. Paris et nos départements ne connaissaient alors qu'une maison, Maillère et Pierson, de tout point on affluait là, mais les 2 hommes qui avaient créé cette maison se trouvaient d'origine, de par leur métier antérieur, par trop étrangers à toute esthétique. Là, on fabrique de l'image, on fabrique de la carte de visite, en grosse quantité, c'est le génial Disdéry qui va y penser. Et ce que décrit Nadar, c'est qu'on est en train de passer de la partie science, recherche, originalité, avec à tout cela, si la photographie proprement dite n'avait rien à voir, elle courait risque d'avoir tout à perdre. Les peintres qu'il avait accueillis avec défiance revenaient de leur appréhension première et ne se faisaient pas faute de la traiter avec un suprême dédain, ce qu'on verra le mois prochain, c'est-à-dire l'épreuve de la peinture pour la photographie, l'épreuve de l'art, en fait, d'être reconnu comme art. Et on va voir aujourd'hui en quoi, tout de suite, Nadar y participe.
Juste à point, Le Gray était apparu, simultanément avec lui les frères Bisson, dont on a vu les merveilleux paysages la dernière fois, de Rome notamment, Adrien Tournachon, et un quatrième dont il nous faudra aussi bien un peu parler, c'est-à-dire Nadar lui-même. C'est la première période du procédé humide. Les frères Besson avaient déniché, voilà, cette description est très intéressante, ils avaient su dénicher et former au laboratoire un simple garde municipal qui, à bras tendus, couvrait d'un jet continu, sans un retour, sans une coulure, sans un bouillon, sans un grain de poussière, une glace d'1 mètre sur 80 à bras tendus. Ce brave homme qui eut son heure de célébrité relative mérite peut-être d'avoir son nom gardé dans cette légende. Il s'appelait Marmont. En fait, on a besoin de techniciens qui arrivent à, je ne dis pas en coller, mais à mettre une couche de liquide photosensible sur les surfaces sans regret, sans nuance. Et la conclusion, de tels artistes, chercheurs arrivent de partout, mais si beaucoup arrêtent assez tôt, parce que ces frais d'installation qui vous suivront et poursuivront jusqu'au bout, implacables comme tout péché originel, voilà, les entrepreneurs qui m'écoutent peuvent se dire ça, peut-être eût-il encore été possible de se tirer, mais à la condition première d'avoir à haut degré ce je ne sais quoi, ce don terre à terre et divin qu'on appelle l'esprit commercial. Dans un cours d'histoire de l'art, pourquoi dit-on des choses comme ça? Or, c'est précisément cet esprit-là qui faisait défaut à ce bon Le Gray, en non moins excellent Bisson, comme encore à quelques autres que je sais. Et ici, à tel point ce manque que pendant que Le Gray s'épuisait à tasser gratuitement ses épreuves, les deux Bissons tout à fait grisés faisaient construire des lieux somptueux. Ça fermera très vite. Puis, coup décisif, et j'y suis, je finis de lire, l'apparition de Disdéry et de la carte de visite, qui donnait pour 20 francs 12 portraits, quand on avait payé jusque-là 50 ou 100 francs pour un seuil. 20 francs 12 portraits, un portrait 50. Ça calme tout le monde. Disdéry a laissé, même en dehors du monde photographique, le souvenir de la fortune la plus considérable qui ait été faite à une époque qu'on pourrait appeler l'âge d'or de la photographie. Il m'aura ruiné. Le succès extraordinaire de Disdéry fut légitimement dû à son ingénieuse idée de la carte de visite. Son flair d'industriel avait senti juste et au moment précis. Disdéry, ça c'est une merveille pour l'histoire de l'art, Disdéry venait de créer une véritable mode qui allait engouer d'un coup le monde entier. En renversant la proportion économique juste là établie, c'est-à-dire en donnant infiniment plus pour infiniment moins, il popularisait définitivement la photographie. Voilà comment un art devient un art aussi, ou comment un procédé devient célèbre. Il ne s'agit pas seulement d'être génial, il ne s'agit pas d'avoir un bon attaché de presse, il suffit aussi que le public vous suive. Et Napoléon III, passant en toute pompe le long du boulevard pour partir avec son armée en Italie, s'arrêta devant l'établissement de Disdéry pour s'y faire photographier. Et rien que de savoir ça suffira à dire à quel point la photographie est devenue un élément à part entière de la vie de tous les jours. Un peu de trouvailles, un peu de savoir-faire commercial et un peu de savoir diffuser. Ce qui ne va pas servir à tous ces artistes forcément. Je prends un exemple tout à fait amusant et très peu connu que cite Nadar d'Allemagne, qui va faire, alors vous voyez là c'est une vente chez Adair, l'ensemble de l'image est une photo, c'est-à-dire que la photo n'est pas seulement, elle est petite ici mais c'est Camille Corot, mais la photo contient le cadre, contient la fausse morceau de tissu comme si c'était dévoilé, comme un tableau de Vermeer, et le nom de la personne célèbre qui pose. Car tout le monde commence à poser pour se faire son portrait. Même Balzac, qui est assez sceptique, on va le revoir, est là pour ça. Vous voyez pour Nadar, la façon, on en parlera la prochaine fois encore plus, comment l'art naissant, pas encore reconnu comme art, copie les procédés de la peinture en fait. Il s'agit de faire une fenêtre comme la Renaissance l'a inventée depuis, on va dire, 1500, qui ajoute, accentue le côté faux. On dirait que quelque chose est en train de sortir d'une fenêtre et que le relief de l'ombre permet de douter encore qu'on est, mais est-ce que c'est une photo dans un cadre? Est-ce que c'est une photo de photo? Voilà, l'ensemble, même encadré lui-même, va accentuer ça. D'Allemagne, qui est mort à Corbeil d'ailleurs, encore une petite gloire essonnienne, va avoir beaucoup de succès, beaucoup de succès. On est dans les années 1850. Et vous voyez à quel point il y a quelque chose d'un peu solennel et
Nadar, assez légitimement, quand il écrit en 1900, dira qu'en revoyant ses photos, alors qu'il les trouvait un peu too much dans le cérémonial qu'il y a tout autour, il dit qu'il y trouve finalement une espèce de charme qui n'est pas négligeable, qui fait qu'il y a une sorte d'histoire dans la façon de faire les portraits. J'ai besoin de vous montrer ça pour qu'on comprenne facilement qu'est-ce que Nadar apporte de merveilleux et qui en fait un pur génie de la photo et du portrait particulièrement, par le portrait. Alors la diffusion fait que toutes ces images vont se retrouver partout. Nadar en autoportrait. Nadar, un peu avant de devenir photographe, est donc caricaturiste, dessinateur, il n'a jamais appris à dessiner, il est tout à fait doué. Il se fait connaître de façon très importante, très célèbre, à faire des caricatures qu'on retrouve dans ses binettes de Berenson, Béranger, Gérard de Nerval, voilà, des portraits à chaque fois avec un petit dessin bien trouvé, troussé, qui permet, en exagérant un peu les formes, comme Monet à ses débuts, d'ajouter, on parle de portrait charge, c'est-à-dire d'accentuer un peu le ridicule du visage, ou en tout cas la pensée, le fait d'avoir une grosse tête, des yeux un peu malicieux. Sur le portrait de Baudelaire en photo, il parlera de Dieu en gouttes de café. C'est quelque chose qui va participer sans doute au talent de Nadar et à sa façon de faire des portraits si exceptionnels. C'est-à-dire d'être capable d'accentuer des traits de caractère. Vous allez me dire, c'est la base d'un portrait, oui, mais ce n'est pas la base d'un portrait photographique du tout, en tout cas pas pour le moment. Et puis la difficulté, c'est que sur une peinture, on peut accentuer par la mise en scène, par le cadrage, par l'angle de vision, le côté renfrogné du personnage, en mettant les mains sur le bord du tableau, en leur donnant beaucoup plus d'importance. Tout peut être fabriqué dans le portrait pour accentuer ce caractère. Et évidemment, le corps important de Balzac n'empêche pas que c'est son cerveau qui est le plus important. Ils sont amis avec Nadar. Mais ce que Nadar est en train de faire, et si la peinture peut l'accentuer, la photographie aurait à première vue plutôt du mal à caricaturer ou à accentuer cette caricature. Le Nadar des débuts, celui des années 1850, c'est celui qui fait connaître son dessin, son talent d'écriture aussi, en exagérant, en chargeant ses portraits. Et puis, c'est en faisant ce projet invraisemblable d'un panthéon Nadar, c'est-à-dire 4, c'est le début, le souhait, hein. Tous ces gens-là existent pour de vrai. Vous allez pouvoir reconnaître Dumas ici, Victor Hugo qui fait pas semblant d'avoir une grosse tête, voilà un Balzac au début. Nadar a le projet de dessiner, sous forme de caricature, un panthéon personnel, c'est pour ça que c'est le panthéon Nadar, qui rassemblerait tous les gens qu'il aime, tous les gens qu'il admire, parce que comme journaliste, comme ami d'artiste, comme artiste lui-même, il est proche de bien des gens assez différents et plutôt en marge, hein. On va voir des anarchistes, on va voir des acteurs de la commune, on va voir des auteurs reconnus. Et en souhaitant faire ces 4 séries de portraits invraisemblables, hein, portraits de Panthéon, Nadar se rend compte, on a tous les noms, toutes les légendes, c'est une vraie trouvaille géniale. Il n'en fera qu'un avec ici déjà quand même 250 portraits. Il se rend compte que pour dessiner tout le monde et être assez efficace, la photographie pourrait l'aider. Et voilà comment Nadar devient photographe. C'est-à-dire que la photographie est un premier moyen de capter quelques personnages qui passent dans son atelier rapidement et qui se retrouveront immortalisés pour toujours. On a la dédicace de Nadar. C'est pas son vrai nom, c'est un nom d'argot en fait de ses copains. Nadar est initié par Darnaud, on l'a vu, à la photographie, à la technique, qui s'est simplifiée depuis l'époque de Niepce. On est 30 ans ou 20 ans après l'invention, si on prend 1839, la diffusion du daguerréotype. Et voilà comment Nadar se retrouve en train d'être photographe. Alors, je vous montre un petit extrait d'un documentaire que je trouve pas fabuleux, mais je vais vous expliquer pourquoi je m'appuie dessus. C'est parce que la description de son début de travail de photographe est tout à fait bien faite. Voilà, l'enjeu, disons, politique, si on peut
se lancer sur un propos comme celui-là, c'est que faire son portrait peint, ça coûte cher, ça prend du temps. Faire son portrait photographique, c'est en train de circuler partout, partout pour tout le monde. Et donc, les invisibles vont commencer à pouvoir devenir visibles. Et ce que Nadar fait, et voici un des premiers autoportraits que je vous présente, pas dans l'ordre chronologique. Je voudrais regarder plus profondément et plus en détail ce que Nadar fait avec le portrait. On peut faire un petit tour simple. À part un fait important, la quantité de photos prises par Nadar et la quantité de gens célèbres. Ici, Manet, Delacroix, Berlioz, Jules Verne, Liszt, Bizet, Clémenceau, c'est une photo plus tardive, Alexandre Dumas, Kropotkin, Daguerre, le maréchal Canrobert, Millet, le peintre, Baudelaire, un des portraits qui est si célèbre, Courbet, Baudelaire plus tard. Déjà, cet inventaire pourrait suffire à faire de Nadar une célébrité. Et le simple fait qu'il soit le portraitiste d'eux. Mais c'est pas du tout ce qui me semble faire de Nadar un génie. C'est pas son réseau et le fait qu'il soit reconnu. Parce que avec l'indice qu'il nous a donné lui-même, son génie commercial aussi, son esprit d'aventure qu'on retrouve dans ses mémoires, permettrait de comprendre ça. Il ne s'agit pas seulement de ça. Ce qui se passe ici, qui est intéressant, qu'on va regarder de près, c'est pas de décor. Plus de décor peint derrière la simplicité du gris, du noir ou du clair. Deuxième chose, la lumière qui est derrière. Vous voyez, quelquefois, elle vient faire comme une sorte de flouté derrière, qui fait une sorte de rendu, on dirait que le fond est assez proche et assez proche pour découper les cheveux de Liszt devant un fond plus foncé, assez clair pour les découper devant un fond, devant un endroit foncé, c'est-à-dire il faut une lumière d'un côté, un clair dans le fond, une lumière sur le côté, un foncé de l'autre. Ça aussi, vous pouvez faire ça en portrait Studio Déclic, il suffit de commander, hein, on peut faire son portrait. Ça coûte plus cher qu'une photo d'identité, mais ça va rester assez longtemps. Et puis vous aurez quelque chose qui est, c'est bien ce que je suis en train de décrire, un peu plus qu'un enregistrement par une machine. Je voudrais essayer de décrire ça en fait. Le fond peut être donc différent et la lumière qui éclaire le personnage va jouer avec le fond. Ici on est clair, le fond est foncé, ici on est foncé, le fond est clair. Les personnages sont coupés, on l'a dit, à mi-corps, parce que Nadar s'est approché, en fait. On n'est plus du tout dans un portrait un peu grandiloquent d'une photo qui cherche à avoir de l'importance et qui copie de ce point de vue-là l'art du portrait peint. On a une sorte de portrait en pied, c'est quand même quelque chose qui est assez spectaculaire. Les personnages, quelquefois, nous regardent. Quelquefois, chez Delacroix, on voit l'importance qu'ils ont. Et on voit encore une autre chose. Je disais que le fond jouait, mais la diagonale que fabrique le fond, regardez, elle est quelquefois comme cirée, on dirait une sorte de matière. Là, c'est la plaque qui s'est abîmée, mais le fond est irrégulier, et donc il donne une espèce de vibration qui va ajouter, cette vibration un peu douce, ça va venir contraster avec les lignes de la barbe, les lignes du visage. Elle va venir les accentuer, en fait, le côté petit point qu'il y a sur le visage contraste avec cette espèce de matière qui est belle, très en douceur, comme si on avait estompé le fond. Et à chaque fois, en fait, ce fond est le même. Ce fond n'est qu'un clair ou un foncé, un jeu de lumière assez simple, une prise de vue assez proche. Et j'ajouterais une autre chose que Delacroix nous donne comme indice, une façon de jouer à la fois avec le regard. Manet nous regarde, il est tout jeune et il va transformer l'histoire de l'art, inventer la modernité à lui tout seul, on pourrait presque dire ça. Delacroix est un peu plus vieux, il regarde vers l'extérieur et sa pose de corps, en fait, c'est là où le cadrage de Nadar est une quatrième chose importante. On a dit le fond, la lumière, la façon dont le personnage est, dont on est plus ou moins proche de ce personnage-là, mais la façon dont le corps apparaît. Vous voyez, ici, il est en entier, ici, il est coupé, assis, mais on a la possibilité de voir ce gilet, cette chaîne de montre. Ici, on dirait presque un révérend dans Lucky Luke, et la musique de Berlioz est assez proche de quelque chose de fort comme ça, d'un peu solennel.
où ce corps devient une espèce de fantôme, il n'est pas présent, alors qu'à l'autre bout, chez Bizet, chez Dumas, et encore plus chez Millet. Millet, c'est le peintre de l'Angélus, c'est le peintre de la terre, celui qui peint des personnages qu'on voit en entier, qui sont des paysans en train de travailler, qui va faire l'admiration si forte de Van Gogh. L'idée que Millet soit représenté en entier, qu'il ait l'air de presque enfoncer dans une espèce de bloc de glaise ses bras, son corps dans le bas de l'image, c'est une façon à chaque fois de cadrer. Chez Courbet, même chose. Le Courbet jeune en autoportrait, bel homme, a disparu sous le poids de la réussite quand même. Il est devenu imposant dans tous les sens du terme. C'est le grand artiste de ces années 1850, vraiment le plus important, on pourrait dire. Il est assis, on le voit ventripotent, et sa stature a de l'importance. La façon dont le corps va jouer avec le visage devient un des quatrièmes éléments qui compte dans l'originalité du travail de Nadar. Et puis, voilà, le corps peut être déséquilibré, qui va suggérer la jeunesse de Aimé Millet, ici avec une stature plus importante. Et ce qui est passionnant, c'est que ce corps qui est en entier, main dans les poches, permet par deux petites encoches blanches de faire comprendre la position du corps, plein face sur un fond noir. On n'y voit plus que les boutons du sculpteur Barye, un sculpteur animalier merveilleux du 19e, une grande école de sculpture française au 19e siècle en France. Et ce fond devrait, pour faire ressortir le corps, être plus clair. Il devrait faire surgir en avant le personnage. En choisissant, ce que j'en comprends, de garder un fond noir alors que le gilet et la veste sont noirs, on a quelque chose qui joue à faire ressortir davantage la clarté du visage, et il faut l'éclairer pour ça. Et dans le tirage lui-même, une façon pour l'école à la mode de cette époque, une petite pointe, une petite gâchette ici, quelques points blancs et quelques points blancs ici qui suffisent de façon presque abstraite à signifier le corps. On a un cadrage et une façon dont le corps va intervenir dans l'image qui est très très présente et très pensée par Nadar. Et puis si je remonte encore mon histoire, pouf pouf pouf, le corps, celui du maréchal Canrobert, on voit que quand on est sur un portrait moins familier, un peu plus solennel, tous les éléments sont réunis pour qu'on comprenne qui est-ce, mais on comprenne qui est-ce par les attributs du costume, du visage, de la coiffure, de la pose de tête et du regard qui quelquefois est à l'intérieur de l'image ou à l'extérieur de l'image. C'est déjà très étonnant la proximité qu'on a par rapport à ces grands hommes, on ne les voit jamais d'aussi près, mais aussi le corps. Donc, la dernière chose qu'on voit dans ce tableau, c'est le cas de le dire, dans cette photo de Delacroix, à part c'est l'idée qu'il a de lui-même qui est sans doute très haute, ce qui est tout à fait le cas, il a de quoi, c'est la façon dont les mains disparaissent. Ici, elles sont à la fois dans la poche, juste un petit élément blanc qui suffit, et presque à la Napoléon, en train d'être dissimulé pour accentuer la noblesse de la pose, accentuer sans doute la cambrure de la taille, et puis le port des épaules qui s'accentue également avec cette espèce de petit coquetier que fabrique le col. La tête est posée comme une espèce de bijou sur un présentoir, avec un tas de nuances de gris, quelquefois, dans le tirage. Alors on a des tirages qui sont contemporains, quelquefois, qui sont récents, c'est-à-dire qui peuvent accentuer des choses qui n'étaient pas présentes avant. Des nuances de gris dans le fond, vous voyez, nombreuses, des nuances très peu dans le visage qui découpent. On passe du blanc du nez au gris et au noir des cheveux, assez nettement, qui donne une espèce de profil incisif d'aigle de Delacroix, qui est en train, petite bouche fine et yeux déterminés, de regarder vers l'extérieur. Il y a quelque chose dans la gestion de la lumière qui va jouer avec les nuances du gris. On a peu d'éléments, pas de décor, un éclairage simple, toujours un cadrage de proximité. Qu'est-ce qui va jouer et que Nadar est en train d'inventer, qui est absolument génial? C'est le port de tête, la disparition des mains, l'oblique que fabrique la lumière qui est derrière, la netteté par endroits et à d'autres non, le regard qui joue avec nous. Et c'est ce qui donne une telle modernité à ces portraits. La modernité, ce n'est pas un critère, hein, ce n'est pas parce qu'on est moderne que c'est bien. C'est que quelque chose de simple nous fait penser à notre époque, le regard que nous adresse Franz Liszt et la précision
le piqué en fait du tirage donne quelque chose d'assez prodigieusement présent. Ce jeu avec les mains, il se retrouve continuellement. Soit elles sont absentes, et chez Litz, c'est vraiment une merveille d'avoir les mains en fourreau comme ça. Soit elles sont importantes. Chez Dumas, elles prennent de l'importance et elles ajoutent à l'énergie des cheveux du personnage et du regard, hein, du petit sourire du personnage. Chez Millet, elles ont disparu aussi. Et il s'agit, pour les comparer, de regarder les deux portraits les plus fameux de Baudelaire. Les deux yeux en gouttes de café dont on nous parlait avant, la petite lèvre presque incisive. Vous voyez, comme le fond, faire sortir l'épaule, le dégagement de tout le corps, et comment, ici, noir sur noir, la petite infusion de lumière suffit à faire comprendre la découpe, qui est très belle d'ailleurs, la découpe, l'arabesque que fait cette découpe de son vêtement, d'éclairs qui détachent le visage et le visage dans toute sa clarté avec quelques points très très peu présents en fait. On a très peu de contraste, très peu de gris sur l'ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que cette dissimulation des mains sur ce portrait de 55, elle se retrouve très différemment dans ce portrait un peu plus tardif. Un Baudelaire qui est presque malade, qui est presque en train de disparaître. Quand on compare tous les éléments que j'ai donnés au début, voilà, le corps est basculé en arrière, il fait comme une grande diagonale et le visage nous regarde du dessus. Il est un peu flou, mais on perçoit les yeux. Il y a un homme qui est beaucoup moins présent, beaucoup moins fanfaron, on pourrait dire. Par contre, les mains jouent un rôle merveilleux. On a à la fois quelque chose que tous les comédiens et mimes savent. Dès que vos mains se rapprochent de votre visage, ils expriment un sentiment. Et tous les peintres savent ça, puisqu'on est face à une image muette. Il faut donc la rendre parlante la plus possible. Les mains ici sont juste posées, presque un peu sensibles, un peu hésitantes. Et près du visage, elles donnent encore plus de douceur, de déchirement aussi à l'image, puisque tous les gris sont sur le visage et il n'y a pas de gris sur cette main. Alors j'ai avancé, je reviens un poil en arrière, parce que le portraitiste Nadar, maintenant que vous avez compris nos 5 procédés de fond, de jeu avec la lumière et certains points précis, ici Luchet qui est journaliste, on pourrait presque s'amuser à deviner quel est le métier de ces gens. Comment le jeu du corps et de la dissimulation des mains peut à la fois être une sorte de début de dialogue, on dirait qu'il va dire quelque chose avec ses mains, et là on dirait qu'il a arrêté de parler. Des portraits de femmes qui sont tout à fait merveilleux. Ernestine Nadar, sa femme, celle de Gustave Doré, qui est un jeune illustrateur-graveur qui fera des miracles comme cela. Un jeu tout à fait passionnant entre la mode du carreau ici et ici. On retrouve, vous voyez, l'ouverture de sa veste, ben, on ouvre la veste, c'est pour qu'on comprenne quelque chose. C'est pas un truc pris sur le vif, hein, c'est une heure de pause à faire plusieurs portraits. Et puis, j'essaye de le copier, mais la faconde de Nadar a déblatéré beaucoup de choses pour que le modèle se sente à l'aise, pour qu'il ne se sente pas figé comme s'il était pris au piège d'un tableau pour l'éternité. Henri Murger, Adolphe Crémieux, le célèbre politique qui fera le décret Crémieux en Algérie, Marceline Desbordes-Valmore, qui est la poétesse du début du romantisme qui va marquer jusqu'à Aragon. Mais le portrait qui est ici, il est à la fois le visage d'une femme vieille, pas dissimulée, pas maquillée sur autre chose, qui sort par la clarté du fond dans cette espèce d'écrin que forment ses cheveux et son foulard. Et puis, cette douceur et cette fragilité, elles viennent du fait qu'on est un peu du dessus. On a les mains qui sont un peu floues, parce qu'elles sont à peine plus loin et que le point est fait sur le visage, mais le corps a l'air de tourner, de s'enfuir. Il est comme disparu, comme si elle était plus qu'un esprit, en fait. Ici, Pérignon, qui est un peintre, lui, beaucoup plus classique, et qui, l'air de rien, dans la façon de gérer la lumière, pour Nadar, exhibe sa Légion d'honneur, avec une avancée du visage qui donne une présence invraisemblable. Théodore Rousseau, le peintre de Barbizon, qui lui aussi, peintre de la terre, a retrouvé un corps. Le merveilleux Théophile Gautier, dont on devine avec un tel chapeau et une telle coiffure, manteau, regard, que ça sera un Apache romantique comme on n'en aura pas beaucoup.
le Baudelaire dont on parle. Celui-ci est un peu moins connu et il mériterait qu'on s'y arrête aussi. Voilà mon résumé de cette première partie développée. Les trois parties ne sont pas identiques. C'est que Nadar est un génie parce qu'avec rien, il fait quelque chose, en fait. C'est ainsi qu'il définit la photographie. De rien, la photographie fait quelque chose. Voilà quelque chose qui nous emmènerait philosophiquement bien loin. Est-ce qu'on peut être rien et d'un seul coup avoir toute l'importance? Est-ce que capter quelque chose qui va disparaître, nous expliquera Barthes plus tard? Est-ce que le fait que la photographie dise nécessairement ça a été, et on a devant nous Gérard de Nerval avant qu'il ne se suicide, ce qui donne encore plus de force à cette image, c'est pas seulement le visage si curieux du poète romantique, tourmenté dans sa poésie déjà, parce qu'il quand même il a tendance à voir, quand il voit une fille, il pense que c'est une autre, et quand il voit une autre, il pense que c'est une fille qu'il ne connaît pas, et que la superposition des récits est ce qui nourrit, l'écriture de Nerval. Déjà dans ce visage qui est entouré col et barbe, le regard paraît un peu flou, un peu lointain, et ce visage et cette collerette est accentué par le fond blanc. En fait, on a quelque chose, un corps qui est solide, une tête qui est puissante, mais qui est accentuée dans sa fragilité par l'espèce de clair sur clair. On a presque une sorte de petit dessin léger, mais ce qui est encore plus fort dans cette peinture, dans cette photo, c'est la pose des mains, c'est la façon dont cette espèce d'hésitation qui fait qu'on dirait qu'il est en train de tenir quelque chose et d'hésiter presque, on dirait une pose presque enfantine, ce qui va avec un être aussi hypersensible que Nerval, qu'on retrouvera pendu dans la rue, disant, laissant un mot, je ne rentrerai pas, ce soir la neige est noire et blanche. On a une sensibilité dans la façon de traduire le caractère qui vient du regard qu'a Nadar sur ses contemporains par la caricature. Il a su trouver ça, mais il sait le traduire dans les moyens de la photographie, dans les moyens propres de la photographie. Même si tout ce que j'ai inventorié là, fond et pose, pourrait venir de la peinture, mais le flou, ça vient de la photo. La peinture peut être floue, mais elle le sera seulement qu'après que la photo ait imposé cette notion. Un merveilleux livre de Michel Macarius, Histoire du flou. Voilà. Est-ce qu'on peut peindre flou? Oui, mais il faut attendre qu'une machine le fabrique. Est-ce qu'on peut écrire flou? Est-ce qu'on peut penser flou? Voilà, c'est une notion qui est tout à fait passionnante. C'est la photo qui est en train d'inventer son propre langage. Et vous voyez comment la comparaison avec un homme comme Proudhon, batailleur politique, puissant, se retrouve dans la posture de son corps. Simplement, on ne sait pas qui c'est. Alors, les petites lunettes, ça donne toujours un côté intelligent. C'est pour ça que j'en mets, mais elles ne sont pas assez petites. Par contre, la pose de sa main, le livre, l'accotoir sur lequel il est posé, qui font une espèce de tout qui se relie à ses jambes, donne une espèce de présence importante. Et quand on compare avec le Proudhon peint par Courbet, à la même époque, puisqu'ils sont tous les deux proches de l'anarchiste, on se rend compte qu'il y a quelque chose sans doute de supérieur dans ce qu'a trouvé Nadar. J'avance un peu. Un prince polonais, un autre Proudhon, que vous retrouverez facilement sur la BNF. Je l'ai trouvé sur Gallica, vous tapez et vous trouvez. Séverine, la première femme journaliste proche de la Commune et proche de Jules Vallès. Voilà. C'est la posture d'une femme, comme le disait le petit documentaire. C'est pas une cocotte en fait. On sent à la fois une femme élégante, déterminée et qui pense. Victor Hugo sur son lit de mort. Nadar va être si célèbre qu'il sera celui qui va garder cette dernière image. Dans ces années 1850 jusqu'aux années 1875, Nadar est le plus grand photographe de portrait. Je prendrai mes 5 petits exemples, j'arriverai à finir à 7h10 et vous serez libérés. Je voulais d'abord prouver que Nadar était un immense portraitiste par l'économie de moyens qui sont propres à la photographie. La lumière, le cadrage, le jeu des mains, le flou. Il y a 5 exemples qui m'importent pour montrer à quel point Nadar va plus loin qu'être un simple excellent portraitiste, ami de nombre de personnes. Le premier de ces exemples, c'est le travail avec George Sand. George Sand a été pris en photo, son portrait, il ne lui plaît pas.
Elle a une dent contre les photographes, elle trouve qu'elle est horrible. Et puis elle retourne voir Nadar qui arrive à l'amadouer, pourrait-on dire, et la voilà qui pose avec plusieurs tenues ce travail de lumière si impressionnant. Vous voyez comment la courbe, on a quelqu'un, je disais que dans le texte de Nadar, il parlait d'un sentiment artistique, comment la courbe des cheveux se retrouve dans la courbe du manteau. Dans toute cette spirale presque abstraite, on pourrait isoler la tête et voir à quel point l'ensemble est abstrait, à quel point l'ensemble est presque un jeu de rythmes, d'ourlets qui vont et qui viennent et qui sont valorisés par la lumière. Et ce n'est pas seulement le vêtement original de George Sand, c'est aussi la façon dont la lumière vient sur les crêtes. Elle vient faire comme une étoile qui va entourer la main, qui se libère pour qu'on la voie un petit peu. L'autre est dissimulée. La netteté du collier qui vient sur le support noir. Voilà, dans la façon de poser, Sarah Bernard, plusieurs tenues, à la fois solennelles, à la fois belles, à la fois lointaines, et si présentes. Cette série d'images va enthousiasmer George Sand, elle l'écrit dans son journal intime. Elle est marquée en fait par le fait que la photographie apporte plus qu'une simple capture de l'image. Ce qu'on est en train de dire doucement et qu'on amplifiera le mois prochain, c'est comment quelque chose devient de l'art. Il s'agit d'une machine en fait qui enregistre la lumière et c'est seulement une photographie, une écriture de la lumière, héliographie, écriture du soleil. Et donc il va falloir des artistes qui pensent cadre, qui pensent composition, qui pensent structure de l'ensemble et qui le signent en fait, dont la façon de faire va être reconnaissable. Premier élément, c'est que sur quelqu'un qui est aussi sceptique que ça, il y a possibilité, par le jeu de la combinaison, on a pu regarder ici que chaque séance était une séance entière avec plusieurs images. La deuxième, elle reprend ce qu'on a dit du caractère et de la charge. Ici est le portrait d'Eugène Labiche, ami vraiment depuis longtemps de Nadar. On a un visage découpé, ni jeune ni vieux, avec un petit sourire, des pattes sur le côté des yeux, de l'élégance, et puis une tenue presque assez douce. Si vous avez la malchance de ne pas connaître Labiche, je vais vous montrer 3 citations qui vont vous dire quel est le fameux coco qu'on a sous les yeux. Voilà, un égoïste est un homme qui ne pense pas à moi. Ça donne à peu près une idée. Et ça pourrait décrire assez bien notre époque. Je finis par m'apercevoir que je n'étais pas le seul à partager la fidélité de mon épouse. Voilà une façon de retourner les rieurs de son côté par des textes qu'écrit Labiche à cette époque-là. Et la plus merveilleuse, voilà, elle respirait l'honnêteté, seulement elle avait la respiration très courte. Vous comprenez que le jeu de théâtre, le jeu de situation sur la déraison, la malhonnêteté, les caprices, tout le théâtre de Labiche, il est là. C'est-à-dire à la fois quelque chose d'un peu stable, d'un peu précis, d'un peu élégant, qui sait ce qu'il veut, et en même temps une espèce de douceur amusante. Voilà, il me semble qu'il y a chez Nadar, comme chez les bons portraitistes en peinture également, quelque chose de ressentir les caractéristiques intellectuelles, les caractéristiques de façon d'être du modèle. Quand vous allez peindre quelqu'un, il y a 5 minutes que vous le connaissez, le portrait va commencer, et vous devez le peindre pendant 4 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures. Vous ne savez peut-être rien de lui, mais dans sa façon de se tenir, dans sa façon de vous regarder, dans sa façon de vous parler, dans sa façon de s'habiller, il y a des indices qui vous disent qui il est. Ça, c'est une première chose. Mais votre travail de portraitiste va être de les faire ressortir. Sur une photographie, c'est plus difficile encore. C'est le cadrage et les éléments formels dont on parle qui vont nous aider, mais qui vont permettre qu'on devine, presque sans savoir qui est devant nous, qui est devant nous. Un exemple suivant sur le même genre de choses, Jean Journet, qui est dramaturge et auteur, fait faire son portrait par Gustave Courbet. Et si vous aimez les punchlines, c'est à la mode en ce moment, les phrases un peu percutantes,
Nadar écrit à Journet qu'il aime beaucoup. Il écrit à son fils une phrase merveilleuse. Ça rappellera aux étampois des formules du maître de cette école. C'est admirablement bien gâché. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'il a fait avec ces sortes d'aubergistes de Journet. Et quand Journet vient poser chez Nadar en photo, ça donne ça. C'est-à-dire quelque chose de plus simple, de plus puissant par la lumière, par la simplicité de l'ensemble. Que ça soit presque comme dans la lumière un illuminé ou que ce soit quelqu'un qui cherche à dire ou à penser quelque chose. Voilà, mon deuxièmement, c'est cette capacité de pressentir la psychologie et de la retranscrire. Et ce qui est en train de se passer qui fait que Nadar va participer, nous dit Rosalind Krauss, à faire de la photographie un art, c'est qu'il ne s'agit pas seulement que la photo soit une trace d'un Journet qui est venu poser devant l'objectif de Nadar, ce n'est pas seulement la trace de l'existence de cet homme que peu connaissent, c'est la trace de qui il était en fait. La photographie est en train de témoigner que ce qu'on voit à l'extérieur évoque quelque chose qui est à l'intérieur du personnage. Le troisième exemple est encore plus prodigieux, c'est que Nadar est déjà célèbre et en 1854, il invite le mime de Bureau. De Bureau, c'est son père qui était déjà mime et qui servira de modèle aux visiteurs du soir. Il l'invite à prendre une pause pour exposer ce résultat au salon, à l'exposition universelle. Il aura un prix qui emmènera tout un tas de complications. Lisez cette histoire, c'est une merveille. De Bureau et mime, il s'agit donc de faire parler la photo, de joindre deux disciplines muettes, celle du mime et celle de la photo, pour montrer qu'elles peuvent être éloquentes. À la fois un mime de corps, à la fois un mime de geste, quelque chose qui est aussi simplement présent que ça. Et nous dit Rosalind Krauss, au niveau de la tête, le visage de Bureau, déjà blanchi par le maquillage, perd encore un peu de relief du fait d'un éclairage très cru. Rosalind Krauss, c'est cette théoricienne américaine de la photo qui va faire avancer beaucoup l'histoire de la photographie dans cette théorie des écarts qui s'appelle le photographique. Cet effet ajouté à l'ombre nette et précise qui détache visuellement le visage du reste de la tête renforce la nature de masque. Si bien que cette surface qui appartient à la tête et qui peut malgré tout fonctionner indépendamment d'elle, le visage comme un masque forme un lieu où la trace photographique apparaît comme signe. De Bureau ne devait pas tant jouer que se recomposer artificiellement le visage lorsqu'il cherchait à rendre les lèvres fines de l'avarice, par exemple. Deuxièmement, le costume de Pierrot que porte le mime devient la surface blanche sur laquelle se projettent les ombres. Et ce que Rosalind Krauss indique, c'est qu'à la fois, et c'est là où il s'agit d'un portrait extraordinaire de complexité pour l'historien de la photo que vous êtes en train de devenir, deux disciplines muettes, un portrait très réussi de gestes, du savoir-faire du mime. Mais finalement, ici, un double portrait. Elle s'amuse à dire que peut-être que la plaque qui est en train d'entrer à l'intérieur de Bureau et ce petit geste qui dit « ne me regardez pas moi, regardez l'appareil photo », il est possible que dans l'appareil photo, il y ait la photo de Nadar lui-même qui est en train de faire la photo. Le costume du mime devient l'espèce de toile blanche, de papier sur lequel va s'imprimer la photo, et le geste est celui de la photo qui est en train de se faire. Rosalind Krauss dit que finalement, dans cette trace que chaque photo est, il y a raconté un peu plus qu'une capture d'un instant donné. Mon quatrième exemple, et là on va aller sur des choses plus simples et plus faciles, Nadar ne se satisfait pas d'être un célèbre portraitiste. Il va croire assez tôt qu'on peut s'envoler en ballon et faire au-dessus de Bièvre, je vous disais, dans le nord de l'Essonne, il y en a un morceau, une photo en ballon de la ville, Montmartre, les Thermes, et rendre compte d'une ville qu'on n'avait jamais vue de cette façon. Haussmann est passé par là et nous a aidé à avoir des grands tracés urbains comme on en avait à Rome 2 siècles avant.
Ce n'est pas sans importance sur la future invention de la peinture abstraite. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu ça au Centre Pompidou à Metz, que l'aéropeinture, les vues du ciel vont marquer le Delaunay qui fait la Tour Eiffel, qui est au musée d'art moderne. Ça pourrait suffire déjà à donner une vertu à Nadar. Il va développer, et dans ces années 1870 de la Commune, les ballons auront assez d'importance. Et les visées de l'ennemi par ballon photographique auront aussi beaucoup d'importance. Le premier qui fait ça, c'est Nadar. Mais ce que je trouvais drôle à ajouter pour qu'on comprenne la complexité de cet homme, c'est que, voilà, à nouveau la caricature de Daumier et Nadar élevant la photographie à la hauteur de l'art, c'est-à-dire que c'est à la fois de l'ironie, une moquerie et en même temps une façon de montrer que c'est en train de se passer. Et ben, le portrait de Nadar dans son ballon pour montrer qu'il sait le faire, ben, quand on a l'opérateur qui est à côté, on voit à quel point c'est truqué. Nadar fabrique sa propre gloire, Nadar fabrique l'image qu'il veut laisser. Et ça, c'est pas de la mégalomanie, c'est plus que ça, c'est une façon de comprendre l'importance que vont avoir les images photographiques. C'est leur donner confiance, en fait, c'est de dire que la photographie va aider à transporter un message politique en se diffusant à très très grande échelle, plus grande que ne peut le faire la peinture. Un autre exemple tout aussi amusant que j'ai découvert quand j'ai vu l'exposition à la BNF, reportage sur les égouts de Paris, tout simplement parce que Nadar a développé un système électrique qui va lui permettre de faire des photographies à la lumière artificielle. Il dépose voilà, les essais publics en 1860. Voilà les essais électriques de 1859, avec lui-même en train d'être pris en photo. J'ai pris les photos dans l'exposition. Et voilà, dans les catacombes, le compte-rendu d'un Nadar en situation bien entourée, en train de visiter un endroit qu'on ne pourrait pas voir. Lumière électrique, transformation du rapport à l'image, à voir des choses qu'on ne pouvait pas voir autrement. Et puis ambiance tout à fait différente, évidemment. Une autre invention de Nadar, c'est tout simplement, et on le verra le mois prochain, celle d'accueillir en 1874, dans son atelier si important, la première expo impressionniste. Un impressionnisme qui est refusé par l'ensemble des lieux d'exposition, qui a, on le verra la prochaine fois, a concurrencé la photographie. Il s'agit justement de ne pas jouer dans le même salon. On peut voir une image de l'impressionnisme, ce caillebotte de la rue de Paris par temps de pluie, mais on peut voir que la photographie, le mois prochain, le 24 avril, venez nombreux, et inviter des copains, c'est gratuit, n'a pas à voir avec la peinture. Autre invention pour les 100 ans de Chevreul, le reportage photo, c'est-à-dire les entretiens avec Nadar. Le texte est en dessous, puisque tout a été enregistré, mais il y a eu un petit problème dans l'enregistrement lieu, et des photos par Nadar, qui montrent le grand homme de 100 ans, le scientifique qui a changé la compréhension de la couleur et du rapport des couleurs, en explication concrète dans le journal. La presse donne accès par l'image à un récit qui est plus compliqué que juste une prise de vue. Et Nadar, par ces 5 exemples, convaincre que le portrait peut dire quelque chose, montrer par la nuance que le portrait a une psychologie, qu'il révèle quelque chose de l'intérieur, le travail sur les photos en vue du ciel, sur la lumière électrique et comme photo-reportage. Une dernière chose pour faire un clin d'œil aux amis étampois, Sarah Bernard, le portrait d'Abéma qui est au musée des Tempes, parce que Sarah Bernard, la star absolue du 19e siècle et du début du 20e, elle est célèbre vraiment énormément. Elle a l'idée d'avoir une peintre ou deux à son service pour faire son image. Et assez tôt, des photos. Donc Bastien Lepage fait des portraits, Abéma en fait d'autres, Boldini, dans certains rôles, en situation. Sarah Bernard en petit portrait, tout ça aussi au musée des Tempes. Et on peut le visiter en visite virtuelle 360 degrés, il me semble bien, maintenant sur Internet. Voilà, Sarah Bernard en photo, en costume de théâtre, en train de jouer au tennis en 1905, dans un rôle La gloire de Rostand, en petite sculpture fabriquée par elle. Elle commande, elle fait fabriquer à l'avance l'ensemble des images. Et dans ses mémoires, ce qu'elle préfère, et on peut voir la différence, c'est le portrait que va faire d'elle Nadar.
la façon de mettre un élément classique avec une colonnade, avec cette espèce de douceur du plissé velours, la nudité, une épaule, le visage le plus simple possible avec quelques boucles d'oreilles et peu coiffé. Vous voyez comment le tirage change complètement l'image. Nadar est capable d'attraper quelque chose d'essentiel ici. Ma conclusion, les Nadar, une légende photographique, il travaille avec son frère, travaille avec son fils. Et dans La Chambre claire, le livre qui écrit en tout premier une sorte de philosophie de la photographie en 1980, j'en prends une seule image, elle est à gauche. Quel est, à votre avis, le plus grand photographe du monde? Nadar. Sur ce portrait dont on ne sait pas si c'est sa femme ou sa mère. Nadar a habité Draveil, je le disais, sur le bord de la forêt de Sénart. Et puis, sur l'ensemble de ce que je voulais vous révéler, quand j'étais photographe, il va aussi écrire, c'est son fils qui crée la revue, Paul Nadar, une revue de luxe sur la photographie, 1893. Et c'est en écrivant des articles plutôt de la vie de tous les jours, plutôt des sortes de reportages, qu'il va prendre certains de ces extraits d'articles, Balzac et le daguerréotype, Gazet-Bon-Venger, les primitifs de la photographie, ce que je vous ai lu, 1830 et environ. Et qu'est-ce qu'il dit et que je voudrais vous lire pour terminer? C'est extrait du livre, du commentaire sur les traces de Nadar par Rosalind Krauss, ce portrait de Balzac. La formidable importance de la découverte que Nadar souhaite communiquer, c'est ça qui ressort de ce livre. Finalement, elle le dit, on dirait une sorte de succession d'anecdotes sans plan défini, de développement arbitraire, de détails en apparence non pertinents. C'est assez curieux, on dirait un recueil de contes de bonnes femmes, comme si un village avait confié ses archives à la commère locale. C'est pas tout à fait faux, hein. Si vous le lisez, vous serez un peu surpris, mais il faut l'intelligence de Rosalind Krauss pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de caché en dessous. Qu'est-ce qu'il y a de caché dans ces textes réunis dans ce livre? Rosalind Krauss dit: c'est la formidable importance de cette découverte que Nadar souhaite communiquer, et non le qui, le quoi ou le quand. Il dresse la liste d'inventions du 19e siècle: le téléphone, la lumière électrique, la machine à vapeur, le phonographe, la TSF, la bactériologie, l'anesthésiologie, la psychophysiologie. Nadar tient à accorder la palme à la photographie. Tous ces produits nouveaux, se demandent-ils, n'ont-ils pas à s'effacer devant le plus surprenant, le plus troublant de tous, la photographie? Ce que Nadar voyait en 1900 quand il écrit ce livre, et je voudrais clore cette explication avec ces passages, si vous le permettez, c'est rétrospectivement la transformation d'un mystère en un événement ordinaire. Voilà, ce mystère de la photo est en train de devenir quelque chose de normal. Nadar se traite comme un patient en analyse, s'attachant aux détails et en les creusant afin de retrouver un passé qui résonne en son propre sens. Les 3 premiers chapitres, présentation, Balzac et le daguerréotype, Gazet-Bon-Venger, l'aveugle princesse. Voilà, le chapitre sur Balzac tourne autour de la réaction superstitieuse du romancier à la photographie. Il ne croit pas à la photo, il croit que chaque fois qu'on prend une photo, il a une théorie des spectres qui est tout à fait passionnante, qui fait qu'on aurait comme des pelures d'oignons, une espèce des couches d'aura autour de nous et que la photographie nous la vole. Il ne s'agirait pas de prendre Balzac pour un idiot et de penser qu'il est superstitieux. Il y a quelque chose qui est plus intéressant. Alors, Nadar, qui est moqueur, dit qu'il est tellement corpulent qu'on peut lui retirer 1 ou 2 couches, ça ne serait pas très grave. Aucun lien explicite n'est fait entre cette histoire de l'homme qui s'est fait escroquer Gazébon, voici la caricature, qui rappelle l'histoire. Tiens, ma femme, voilà mon portrait au daguerréotype que je te rapporte de Paris. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait faire le mien aussi pendant que tu y étais, espèce d'égoïste? Voilà, cette espèce de légende qui fait que la photo pourrait se faire sans que la personne soit physiquement là. Ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est une invention si récente. Est-ce que tu as besoin d'être là? Est-ce qu'on peut encore fabriquer ton image quand tu n'es pas là? À l'époque de Daguerre et de Nadar, oui. Et c'est le cœur de ce que veut dire cette trace, en fait. Cette capacité de cadrer et de raconter quelque chose à travers une image, c'est ça que Nadar est en train d'inventer, mais aussi de comprendre en l'écrivant. L'idée qui sous-tend sur le plan psychologique, c'est la certitude profonde qu'avait Nadar que la photographie à distance est une impossibilité. Oui. Mais la photographie est nécessairement dans un rapport direct avec son référent.
et déclenche l'activité d'impression directe aussi inévitablement que les pas dans le sable. La trace dans le sable, c'est le pied qui s'est posé dessus. La trace de Balzac qui est là, c'est nécessairement Balzac qui était devant nous. Il y a quelque chose qui n'existe pas dans la peinture que je suis en train de vous dire. Il y a quelque chose de la trace, comme je mets ma main sur une photocopieuse et qu'elle sort directement. Ça a l'air tout bête, mais il y a quelque chose qui a rapport avec les fantômes, avec la trace de quelque chose qui disparaît, mais qui dit que cette chose a été là et que cet enregistrement, c'est la mission de la photographie. Dans ces 3 chapitres, Nadar tourne donc autour de ce qui lui paraît être la réalité centrale de la photographie, à savoir qu'elle opère par l'empreinte, la marque et la trace. Quand Barbey d'Aurevilly disait d'un air méprisant que Balzac avait fait de la description la maladie de peau des réalistes, et c'est pour ça que le tirage est assez rigolo, Balzac décrit tellement que c'est une maladie de peau. Barbey d'Aurevilly critiquait la technique dont Balzac était précisément le plus fier, celle qui permettait à Balzac de se vanter d'avoir prévu l'invention du daguerréotype. La capacité de décrire, Balzac dit moi je l'écris et c'est une invention viendra et il pourra l'exécuter. Si la description écrite avait pour fin de décoller la surface d'un sujet et de le transférer sur la page du roman, c'est parce que Balzac croyait que cette surface parlait d'elle-même en tant que représentation strictement fidèle de l'homme intérieur. Les portraits de Nadar, ils disent quelque chose de l'apparence extérieure, mais ils nous racontent, la signature deviendra un enjeu d'opposition, ils nous racontent ce qu'il y a à l'intérieur. Et d'une machine, on n'aurait pas pu attendre ça. Au 24 avril